Thibault Langsade est l'invité du grand entretien dans Smart Job. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, merci beaucoup d'être là. Vous le connaissez peut-être en tant qu'ancien vice-président du MEDEF ou actuel PDG de Jouve, groupe spécialiste de la transformation digitale des entreprises. Il est aujourd'hui sur notre plateau aussi pour sa casquette d'ambassadeur de l'épargne salariale et de la participation des salariés, auteur d'un manifeste sur la participation et l'intéressement, le dividende salarié. Nous aimerions savoir quelles sont ses recommandations justement pour étendre et renforcer ce dispositif dans les entreprises françaises. Thibault Langsade, première question pour qu'on fasse un peu le constat. Où en est-on de l'épargne salariale en France ? Combien de porteurs de l'épargne salariale, combien d'entreprises proposent ces dispositifs à ses salariés ? Bon, aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 50% des salariés qui sont équipés de ce type de dispositif. On parle de participation et d'intéressement, parce que ce sont des salariés qui sont essentiellement issus des grands groupes et que ces dispositifs sont obligatoires. Donc, les grandes entreprises ont signé des accords d'intéressement et des accords de participation. Le montant moyen annuel de la participation versée par salarié est d'à peu près 1 500 € et un peu moins pour l'intéressement. Donc, ce sont des moyens qui sont significatifs. Le gouvernement, il y a quasiment 4 ans, dans le cadre d'un projet de loi de finances, a supprimé le forfait social qui était lié à l'intéressement et à la participation. À l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est un forfait social qui était à 20% payé par les entreprises et supprimé pour la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des patrons de TPE, PME qui mettent en place ces dispositifs dans les entreprises ne sont pas soumis au forfait social, ce qui fait que ce sont des outils hautement attractifs pour, on va dire, recruter, fidéliser, animer les collaborateurs en entreprise. Et ces dispositifs ont été mis en place dans le cadre de la loi Pacte. Le gouvernement avait nommé des ambassadeurs pour amplifier, on va dire, l'écosystème entrepreneurial, mais également inciter les branches professionnelles à signer des accords types d'intéressement pour que ça puisse se mettre en place automatiquement dans les entreprises de moins de 50. Et on en est où alors ? Alors, on n'a pas beaucoup avancé. Il y a à peu près une vingtaine de branches qui ont signé des accords types sur 80 branches actives. Exactement sur 220 branches qui couvrent l'ensemble des branches. Et donc, il y a eu une certaine forme de réticence des organisations de branches pour signer des accords d'intéressement. Il y a plusieurs raisons à cela. Oui, c'est ça, réticence, pourquoi ? Alors, il y a eu 2 faits majeurs. Il y a eu une faible mobilisation des partenaires sociaux pendant la réforme des retraites, où là, les partenaires sociaux étaient occupés à ajouter contre le gouvernement, ou en tout cas à donner leurs arguments. Et puis, bien évidemment, depuis 2 ans, la crise des Gilets jaunes nous a pas mis le sujet du partage de la valeur au centre des préoccupations des entrepreneurs, qui était plutôt la survie des entrepreneurs. Et donc, ces sujets n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être. Néanmoins, quand on regarde l'augmentation des dispositifs mis en œuvre d'accords d'intéressement ou de participation dans les entreprises de moins de 50, quand on regarde les organismes financiers qui mettent en place des PERCO, des FCPE, des PE, on a une augmentation en moyenne entre 10 et 15% selon les organismes financiers. Donc, on voit aujourd'hui qu'on est sur une bonne tendance, mais qui ne couvre pas suffisamment les salariés des TPE-PME. Thibault Langsade, d'ailleurs, pour que ce soit assez clair pour ceux qui nous regardent, on parle de participation, d'intéressement. Quels sont aujourd'hui les mécanismes les plus démocratisés, vraiment, au sein des entreprises ? Alors, l'intéressement, je rappelle ce qu'est un mécanisme d'intéressement, c'est le chef d'entreprise avec les partenaires de l'entreprise, donc soit les partenaires sociaux, soit les représentants du personnel. On va essayer de définir des objectifs. Ces objectifs qui peuvent être des objectifs de chiffre d'affaires, qui peuvent être des objectifs de marge brute, qui peuvent être des objectifs d'excédent brut d'exploitation, qui peuvent être des objectifs liés à l'absentéisme, au taux d'accident, voire même à l'engagement de réduction des émissions à effet de serre dans l'entreprise. On fiche ces objectifs et sur la base de l'atteinte de ces objectifs, ça donne lieu à une rémunération. C'est quasiment un bonus, c'est quasiment une prime. Ça tombe bien. Pour les entreprises de moins de 50, c'est pas soumis à charge. Donc, ça permet aux entreprises d'alléger et de mieux rétribuer les collaborateurs. La participation, c'est un mécanisme qui est différent, qui est une quote-part du dividende potentiel que l'entreprise pourrait verser. Donc elle est au plus proche du résultat final de l'entreprise. Et là, dans l'esprit du général de Gaulle, sur les ordonnances de 67, c'est une participation qui est, dans son esprit, un dividende de travail reversé au titre de l'équité aux collaborateurs. Et ça, ce sont des instruments qui sont facultatifs dans les entreprises de moins de 50 et qui sont faiblement utilisés. En revanche,
comme c'est obligatoire, sont des mécanismes qui fonctionnent bien pour les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, Thibault Langsat, pour que ce soit clair, c'est donc dans les PME véritablement que vous souhaitiez voir étendre, élargir ce dispositif. Que recommandez-vous justement pour aller les chercher, ces PME ? Alors, moi je dis plusieurs choses dans le cadre du manifeste que j'ai publié, et je parle d'un dividende salarié. Quand je parle d'un dividende salarié, je ne parle pas d'un nouveau... C'est un mécanisme qui est nouveau. Non, alors... En fait, compte, c'est une participation renforcée dont je change le terme qui devient un dividende salarié. La première chose, c'est que il faut que toutes les entreprises versent de la participation. Et donc, il faut le rendre obligatoire pour toutes les entreprises. Participation obligatoire pour toutes les entreprises. Oui, à l'exception des entreprises de moins de 11, où je préconise de maintenir le dispositif de la prime PEPA, prime pouvoir d'achat, qui est à la main du chef d'entreprise en fonction de son résultat. Il peut verser une prime à l'ensemble de ses collaborateurs, moyennant une discrimination qui peut s'exercer sur le salaire ou qui peut s'exercer sur l'ancienneté. Donc en fonction du niveau de rémunération et de l'ancienneté de l'entreprise, il peut adapter sa prime. Mais il faut que la participation soit adaptée à toutes les entreprises et déployée dans toutes les entreprises. Le second point, c'est que je pense qu'il est plus acceptable dans un capitalisme moderne, renouvelé, aspirant à de nouvelles tendances, qu'on puisse verser de la participation, verser du dividende sans participation. Donc vous ne pouvez pas avoir un actionnaire qui prend les dividendes sans verser de la participation. Et donc je préconise une règle de conditionnalité. Le troisième point, c'est que il faut maintenant réfléchir à une meilleure simplification de la formule de participation. Et je préconise que pour les entreprises... Alors, si je vous donne la formule de participation, vous voulez connaître le mot ? Elle a l'air compliquée. Oui, parce que c'est le bénéfice net fiscal de l'entreprise, moins 5% des capitaux propres, fois 1,5, multiplié par la masse salariale, divisé par la valeur ajoutée. Alors, une fois que j'ai dit ça, on a perdu tout le monde. Mais surtout, il faut être extrêmement comptable et aguerri pour comprendre l'incidence que ça peut avoir sur votre résultat final. Et je propose que pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs, ce soit un pourcentage du résultat net fiscal. Un pourcentage qui est beaucoup plus parlant, et il suffit de définir le bon pourcentage. Mais surtout, je propose de doubler le montant de la prime de participation par la suppression du 1,5 dans la formule que je vous ai donnée. Ce qui veut dire que concrètement, pour les salariés qui touchent aujourd'hui en moyenne 1 500 €, à la fin de l'année, c'est 3 000 €. Donc c'est un 13e ou 14e mois qui serait versé aux collaborateurs. Et ça, c'est un amont important. Thibault Langsat, ce dividende salarié, là, ce que vous nous proposez, c'est pour ceux qui proposent déjà ce type de mécanisme au sein des entreprises. On n'est pas sur un élargissement du dispositif, ou si ça donnerait envie aux chefs d'entreprise, justement, selon vous ? Je propose, la formule est définie par la loi, je propose de la simplifier par la loi, je propose d'étendre la participation à toutes les entreprises, et donc... par le biais de mes propositions, ça permettra de mieux, on va dire, répartir la valeur produite. Donc c'est un vrai débat que je propose, que j'ai proposé aux partenaires sociaux, que ce soit à l'ensemble des structures syndicales et patronales. Et j'ai bien évidemment proposé à l'ensemble de nos acteurs politiques de s'interroger sur le fondement de ces propositions. C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, Thibault Langsat. Vous parliez, en effet, on oublie peut-être trop souvent la rémunération des salariés au détriment de la rémunération des actionnaires. Selon vous, on faisait le constat un peu tout à l'heure, il y a un vrai malaise sur les salaires aujourd'hui en France. Il y a une vraie difficulté, c'est que d'abord on est dans une tendance qui est plutôt inflationniste, et tout montre pour le moment que cela va durer. Et donc ça va nécessiter pour les entreprises de taille intermédiaire, pour les PME, pour les TPE, d'avoir cette capacité d'augmentation de la masse salariale. Et donc il va falloir qu'ils augmentent les salaires, tout simplement. C'est de porter une augmentation qui n'est pas forcément simple si on n'en a pas soit la surface financière, soit les perspectives économiques. Et ça nécessitera probablement aussi de mieux associer à la valeur produite l'ensemble des collaborateurs. Et donc sur la base de résultats auxquels les collaborateurs peuvent s'engager, auxquels l'entreprise peut être en capacité de délivrer, d'avoir une meilleure répartition de la richesse qui permettra là aussi de pouvoir mieux rétribuer le collaborateur. Et donc tous ces éléments-là qui étaient moins regardés il y a quelques années,
parce qu'on voulait tout mettre sur le salaire, eh bien, participer à la création de valeur de l'entreprise et d'en toucher les fruits est aujourd'hui une vraie nécessité. Donc, source d'engagement du collaborateur, en plus d'avoir accès à une participation, à un intéressement sur l'entreprise, source d'engagement, est-ce que dans les faits, c'est vraiment le cas, et ça ? quand vous êtes... Alors, la difficulté, c'est de s'assurer en tant que chef d'entreprise, on puisse rendre audible l'ensemble de ces mécanismes. Donc, vous êtes chez Bismart, vous avez des objectifs de chiffre d'affaires, d'audience, de régie. Si on définit ensemble les objectifs et que derrière, ça conditionne une rétribution, c'est assez transparent. Mais pour ça, il faut que tous les mois, on soit en capacité de vous donner les réalisations par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Sinon, je vais prendre un terme barbare, mais on peut le dire sur Bismart, c'est du nice to have. Donc tu m'as promis quelque chose, puis on verra à la fin de l'année si c'est tombé. Non, il faut que ce soit utilisé comme des mécanismes qui permettent au mois le mois de comprendre si on est dans la performance collective qu'on s'est ensemble collectivement mis en condition. Sur le dividende salarié, Thibault Langsad, les chefs d'entreprise, ils seraient prêts là aujourd'hui à mettre en place une telle mesure ? Je pense que les chefs d'entreprise seront prêts à mettre en place une telle mesure pour une raison très simple, c'est qu'ils ont 3 sujets qui les préoccupent aujourd'hui. C'est recruter, fidéliser et motiver. Et sur ces 3 critères, moi j'aime beaucoup les enquêtes d'opinion qui disent que les Français ont beaucoup de recul sur la rémunération et que c'est le 5e critère et que le premier critère c'est la qualité du job, la capacité à prendre de nouvelles responsabilités, la capacité à progresser dans son job, le jugement qui porte sur l'engagement de l'entreprise, sur sa responsabilité sociétale, et apparaît en dernier le salaire. Mais aujourd'hui, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, le salaire est un prérequis, une condition sine qua non, et donc ils en discutent relativement peu parce qu'ils savent très exactement ce qu'ils veulent. Et donc, cette question-là, je pense que c'est encore plus sain si on la traite avec un engagement de résultats collectifs, avec une définition de ces objectifs, et ce sont la pertinence de ces outils. Donc je pense que les chefs d'entreprise qui ont besoin de faire des efforts pour augmenter on va dire les salaires, et là les négociations vont s'ouvrir, vont regarder avec beaucoup d'intérêt ces dispositifs qui ont été remodelés depuis maintenant 3 ans. Thibault Langsad, justement, qu'attendez-vous des propositions ? Vous parlez donc là d'un cadre réglementaire. Qu'attendez-vous des propositions des candidats à la présidentielle sur cette question ? Ce qui me préoccupe, c'est que pour le moment... On n'en parle pas ? C'est pas ça, c'est que le débat, il est encalaminé sur des problématiques sécuritaires, sur des problématiques qui sont importantes et qui, on va dire... nécessite un débat, mais la question du pouvoir d'achat qui est extrêmement présent, personne n'en parle, ou en tout cas, les candidats, quand ils en parlent, compte tenu de l'actualité, sont inaudibles. Quand Valérie Pécresse en parle, elle en parlait hier sur France Info, ça ne déclenche pas une réaction de l'opposition, une dépêche AFP. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce débat-là n'a pas commencé. J'espère que ce débat sur le pouvoir d'achat interviendra en février quand on passera à autre chose, parce que je comprends que c'est une préoccupation des Français, mais pour le moment, cette question du pouvoir d'achat qui est centrale, au moment où les Français sont en train de payer leur augmentation, vont payer leur facture de gaz, d'électricité, eh bien se retrouve un peu spolié par le débat qui est vraiment très orienté sur la sécurité. Et donc ce manifeste, il sert aussi peut-être à les interpeller eux aussi ? Ça sert à interpeller, en tout cas, nos dirigeants. C'est ce que je me suis attelé à faire en rencontrant les candidats, à interpeller les organisations, les corps intermédiaires, en disant c'est un sujet qui est important, auquel il va falloir probablement apporter une réponse pendant la campagne. Une question que je ne vous ai pas posée, Thibault Langsad. Chez Jouve, d'ailleurs, tous les salariés peuvent bénéficier aussi d'une participation dans l'entreprise. Comment ça se passe chez vous ? Chez Jouve, tous les salariés, on a un mécanisme d'intéressement avec différents critères, notamment des critères qui portent sur la RSE. On a un critère d'intéressement qui porte sur le No Mail Friday. Donc, vous n'envoyez pas le mail le vendredi, d'abord parce qu'un mail envoyé, c'est une ampoule allumée pendant 24 heures. Et ensuite, ça vous permet d'avoir un meilleur work-life balance et de partir le vendredi avec une boîte mail allégée et puis de favoriser les rapports. Donc, c'est un vrai critère dans notre accord d'intéressement. Donc, il y a de l'intéressement et je pense que cette année sera une bonne année. En revanche, je n'ai pas de participation. Je n'ai pas de participation parce que j'ai des capitaux propres importants et que ma formule de participation ne me permet pas de rétribuer de la participation. Et donc, je vais essayer de modifier cela. Nous avons un FCPI, c'est-à-dire que nous avons un fonds d'entreprise où les collaborateurs peuvent mettre de l'argent versé par l'intéressement sur ce fonds et je peux abonder pour que la dotation soit plus importante.
Thibault Langsad, on voulait aussi vous faire réagir aujourd'hui sur l'actualité chargée de ce début d'année, notamment sur les nouveaux protocoles sanitaires mis en place dans les entreprises. D'abord, première question, je ne sais pas si c'est à l'ancien vice-président du MEDEF que je la pose, si c'est à l'actuel PDG. Comment se portent-elles ces entreprises après presque 2 ans de crise sanitaire ? Vous en avez beaucoup parlé sur Bismart, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on a eu une activité qui a été extrêmement dure sur 2020 pour une grande majorité des entreprises, mais un taux de croissance absolument incroyable sur 2021. Et puis un État qui a joué son rôle, qui a soutenu l'économie au travers du chômage partiel et bien évidemment des PGE et de l'ensemble des dispositifs de charge. Et donc on a des entreprises qui se portent plutôt bien, et celles d'ailleurs qui l'auraient dû, dans une logique de sainteté économique périclitée, ne l'ont pas. Quand on regarde la défaillance d'entreprise, elle n'a jamais été aussi faible malgré ce contexte. On avait une dynamique qui était plutôt bonne sur 2022 avec une croissance aux alentours de 3%. Le début d'année nous met dans une position de fragilité parce que si pour le moment on reste sur cette mécanique-là, on voit que dans la restauration, on voit que dans le textile, on voit que dans l'événementiel, on est reparti en arrière. Et donc je suis plutôt inquiet pour certains secteurs auxquels il va falloir que probablement le gouvernement apporte des éléments de réponse, ce qui probablement est en train d'être fait en ce moment par Bercy. Vous, moralement, en tant que chef d'entreprise, vous tenez le coup ? Oui, en plus, nous, on est dans des activités IT, donc on est moins touchés. Donc pour le moment, on remet l'ensemble de nos collaborateurs en télétravail. Qu'on a déjà fait, donc on a plutôt l'habitude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est combien de temps ça va durer, parce que le télétravail, on en voit maintenant les limites en termes de management et puis de richesse créative, d'intuition en entreprise, la richesse que l'on a dans les rapports. Bon, pour le moment, on le fait sans difficulté. C'est intéressant ce que vous dites, on en voit les limites. Vous en voyez déjà les limites du télétravail ? Oui, alors ça me pose, comme on est dans Smart Job, ça me pose un problème. Oui. Parce que moi, je suis en tension de recrutement. Je dois recruter à peu près une centaine de collaborateurs cette année. Et qu'on est sur des marchés en tension, que des collaborateurs qui étaient installés en province, qui avaient une certaine forme de stabilité. Maintenant, le télétravail vous permet de changer de job sans changer de lieu, de domicile, ce qui est une nouveauté. Et donc, on est en train de perturber un ordre établi auquel il faut qu'on se remette en cause. Et puis, nous avons beaucoup de projets qui nécessitent une richesse créative, qui nécessitent que les équipes soient là pour les porter. Et quand vous faites tout en télédistance, eh bien, c'est plutôt une chaîne qui se met en place. Et dans cette chaîne, vous ne mesurez pas forcément l'amont, l'aval. Donc, vous faites votre tâche. Je ne dis pas que ce sont des tâcherons purs, mais on perd le sel de ce management collectif qui, pour une entreprise comme la nôtre, on le mesurera dans 1 an, dans 2 ans. Pas forcément immédiatement. Est-ce que donc ce nouveau protocole mis en place dans les entreprises, donc 3 jours de télétravail par semaine obligatoire, mais il laisse quand même la liberté aux entreprises de décider si oui ou non telle personne peut télétravailler. Donc il y a de la liberté quand même, c'est obligatoire, mais on laisse les chefs d'entreprise libres. Comment on reçoit cette information ? D'abord, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la tonalité qui est donnée, parce que le caractère obligatoire, j'ai le sentiment que les entreprises ont plutôt joué le jeu dès le départ, et que quand il a fallu fermer les usines... Rétrospectivement, les entreprises ont joué le jeu. Maintenant, les entreprises, elles sont plurielles. Il y a des grandes, des petites, des intermédiaires, des serviciels, industriels, et décréter de but en blanc que c'est 3 jours, ça n'a aucun sens. Et donc, je regrette la position ferme, et je regrette d'autant plus que c'est assorti maintenant de menaces de la part du gouvernement sur des amendes. Bon, je n'ai pas le sentiment que les entreprises ne font pas face à leurs responsabilités. Il suffit de regarder d'ailleurs ce qui se passe à Paris, où plus de 70% des entreprises sont en télétravail quasiment de 5 jours. Allez à la Défense et promenez-vous sur le parvis, ou en tout cas parlez avec les restaurateurs, ou prenez le métro pour comprendre que ça s'est quand même terriblement allégé. Maintenant, le télétravail dans une grande entreprise de province, où vous avez des espaces qui sont complètement différents qu'à Paris, ça n'a pas du tout la même valeur et la même portée. Et une fois de plus, les entreprises ont été remarquables sur les 19 protocoles que nous avons eus. Alors un peu moins que l'éducation nationale, mais nous en avons eu 19. Toutes les entreprises ont fait des dotations de masques, de gel hydroalcoolique, ont revu leurs espaces et leurs salles de réunion. Je ne pense pas que ce soit dans les entreprises où on contamine. Je ne pense pas qu'il y ait des clusters dans les entreprises, ou en tout cas beaucoup moins qu'à l'école ou dans les interactions sociales. Thibault Langsad, c'est le cadre commun aux entreprises qui vous embête, le fait que ce soit un peu la même règle pour tout le monde ? Je trouve que de but en blanc, avec une discussion assez rapide avec les partenaires sociaux, considérant que toutes les entreprises
sont à 3 jours de télétravail, si c'est possible 4. Dans mon entreprise, j'ai pas de difficulté, voire même de mettre 100% en télétravail. Mais quand vous et puis les process sont déjà bien intégrés. Et alors, ça veut dire que comment vous monitorez tout ça ? C'est-à-dire que vous allez tenir des registres dans les PME pour dire alors, tu es là demain, et si l'inspection du travail, il faudra dire que tu n'étais pas là. Tout ceci n'est pas responsable, et je ne comprends pas pourquoi on s'oriente sur cette voie-là. Maintenant, les entreprises maintiennent le télétravail. En plus, c'est dans leur intérêt de continuer à avoir de la production compte tenu de cette augmentation spectaculaire du variant, à 350 000 contaminations par jour. Donc tout le monde a intérêt à se protéger. Mon point d'inquiétude, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Vous parliez tout à l'heure de la pression. La pression des contrôles, elle est efficace ou pas ? Vous avez 5 000 inspecteurs du travail, pour un peu plus de 3 millions d'entreprises, donc faites la capacité d'intervention. Et je trouve que la tonalité est très bonne. Après, quand vous aurez un inspecteur qui viendra dans l'entreprise constater que vous avez des collaborateurs qui ne sont pas en télétravail, sur quelle base il va se fonder ? Quel est l'emploi qui est facilement télétravaillable, celle qui ne l'est pas ? Et quel est le collaborateur qui dit « moi, je suis isolé chez moi, je n'en peux plus, je suis célibataire, mes rapports sociaux sont en partie en entreprise et je n'ai pas le moral et je veux continuer à travailler ». À lui, on lui dit non. Et alors, on va lui dire non, il faut repartir travailler. Non, voilà, je pense que là, il y a quelque chose qui m'échappe dans l'injonction qui nous est lancée, mais je tiens surtout à rappeler qu'une grande majorité des entreprises ont mis le télétravail. Toutes les grandes entreprises ont signé des accords en moyenne de 3 jours par semaine. Bon, voilà, c'est plutôt une bonne chose, en espérant que ça ne dure pas, bien que le télétravail, maintenant, va être inscrit dans la durée dans les entreprises. Les derniers chiffres montrent qu'il n'y a pas eu de boom du télétravail depuis la rentrée. Donc le gouvernement est un peu déçu sur la question. Mais je ne comprends pas l'étude Louis Harris, je ne la comprends pas. Vous avez à Paris plus de 5 millions de salariés, et quand vous avez plus de 70% des salariés à Paris qui sont en télétravail, donc ça a augmenté, puisqu'il Paris était à 58%, on est passé à 70%, donc le boom, il a eu là. Puis après, les entreprises sont plurielles, petites, grandes, moyennes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir le nombre de salariés, pas le nombre d'entreprises. Sur la mise en place maintenant d'un pass sanitaire obligatoire en entreprise, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, soutenez-vous sur le principe cette mesure, Thibault Langsad ? Non, parce que je ne soutiens pas la mesure qui consisterait à demander à l'ensemble de mes salariés chez Jouve s'ils ont été vaccinés de s'ils ne l'ont pas été. Et donc je me sens pour des raisons éthiques Pour des raisons éthiques, et donc j'ai pas à demander, on va dire, de l'information qui relève du caractère privé. Après, que se passe-t-il si un salarié, on va dire, utilise un faux pass sanitaire ? Est-ce que j'en suis responsable ? Si aujourd'hui quelqu'un me présente une fausse pièce d'identité, j'en suis pénalement responsable de ne pas avoir fait les diligences supplémentaires. Donc j'augmente un risque, j'augmente des points de contrôle, j'augmente des sujets de conflit avec mes collaborateurs, et donc je ne souhaite pas en arriver là. Mais de la même manière que la vaccination en entreprise, c'est quand on en avait parlé, c'est-à-dire que c'est une responsabilité qui ne devrait pas incomber aujourd'hui aux dirigeants. J'ai évolué et beaucoup de chefs d'entreprise ont évolué. Au début, on était très, très, très prudent pour ne pas tomber dans un effet inverse, mais moi j'ai mis sur tous mes sites des tests disponibles pour l'ensemble de mes collaborateurs. J'ai une infirmière, elle fait un travail absolument remarquable d'accompagnement, de suivi des collaborateurs, d'une présence importante. Si elle était en capacité de pouvoir vacciner, je lui donnerais tous les vaccins. Il se trouve que son statut ne lui permet pas de faire ça, donc j'ai pas de difficulté. Là où c'est compliqué pour moi, c'est de dire à tous mes salariés, vous allez me donner votre position, et à partir de là, je vous accepte ou je vous accepte pas. Comme le font déjà des grands groupes américains. Oui, mais les grands groupes américains sont dans une position différente, parce que sur la partie santé, ils peuvent également vous imposer le fait de ne pas fumer, le fait de faire du sport. Et donc, on est sur un système assurantiel américain qui est complètement différent, avec des modalités un peu différentes. Et donc, je ne pense pas que ce soit très bon. Voilà, mais j'espère qu'on dépassera très vite ce débat et pour qu'on puisse retrouver la sérénité rapidement. Thibault Langsad, donc dernière question. Qu'attendez-vous donc aujourd'hui, après tout ce qu'on s'est dit, de la part du gouvernement ? Est-ce qu'on attend plus de confiance vis-à-vis des chefs d'entreprise, plus de flexibilité ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux dans cette période où on est encore en plein rebond là, de l'épidémie ? Ce que j'attends du gouvernement, mais c'est plutôt sur le fond, plus que sur la forme. Ouais. Je vois qu'il y a un peu de tension sur le pass sanitaire, un peu de tension sur les contrôles, mais moi, ce qui m'apporte le plus, c'est que la mise en place des PGE, la mise en place
la suspension d'un certain nombre de charges, le chômage partiel a coûté beaucoup d'argent. Et je voudrais surtout m'assurer que le gouvernement et que les différents candidats puissent tenir leurs promesses sur le fait que ce ne soit pas un jour les entreprises qui payent. Et donc, il faut garder des entreprises compétitives sur le plan européen et de s'assurer que le déficit social, le déficit qui a été créé notamment sur la partie sociale, ce ne soit pas un jour les entreprises qui le prennent en charge, qui nous rendraient moins compétitifs pour l'avenir. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Thibault Langsat de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le grand entretien dans l'émission Smart Job. PDG de Jouve, je le rappelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.